Jacques Foccart a trempé dans l'affaire du 16 janvier 1977 avec le roi du Maroc et Omar Bongo pour renverser le président Mathieu Kérékou. Le régime militaire marxiste-léniniste, il n'était pas absent du débat, et tant d'autres au Cameroun et ailleurs. Mais pour ce qui était de Thomas Sankara, la parole sortie de la bouche même de Jacques Foccart, Robert, je n'ai jamais trempé. Jamais. C'est un homme que j'estimais beaucoup. Mais les choses étant ce qu'elles sont, Thomas est parti alors que c'était un grand monsieur. La France, c'est-à-dire le général de Gaulle et son émissaire, Jacques Foccart, faisaient comprendre au chef d'État de toutes ces nouvelles républiques africaines, vous resterez au pouvoir, nous assurons votre sécurité, votre défense, mais laissez-nous la maîtrise de votre sous-sol. Ce qui fait que toutes les matières premières étaient exploitées au seul bénéfice de la France. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien exclusif. On va avoir l'honneur de recevoir Robert Bourgi, qui a été la figure emblématique de la Chiraki, des rouages de la France-Afrique, un témoin de cette 5e République. Son père avait déjà été aidé au financement du général de Gaulle. Il livre dans son ouvrage « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique » aux éditions Max Milo, un ouvrage édifiant, très intéressant à se procurer. Il livre les secrets des financements des partis politiques et de la France-Afrique, des anecdotes sur sa vie et son parcours. Mais avant de commencer cet entretien, Nexus a besoin de vous. Nous sommes l'un des derniers médias en kiosque non subventionné et sans publicité, et c'est grâce à vous, nos lecteurs, que nous pouvons continuer de vous proposer des contenus en accès libre. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Le Nexus, actuellement en kiosque, le numéro 158, disponible dans toutes les bonnes marchands de presse et sur nexus.fr. Et c'est grâce à vous, comme je disais, que nous pouvons recevoir aujourd'hui un invité de marque, un invité d'exception comme Robert Bourgi. Robert Bourgi, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'avoir accepté cet entretien. Donc on est avec Romain aujourd'hui pour vous questionner, salut Romain, sur ces coulisses de la 5e République qu'on connaît trop peu et de moins en moins. Plus le temps passe, plus les jeunes générations sont loin de comment cette 5e République, comment la Chiraki a pu se construire grâce à votre famille. C'était l'une de mes premières questions comme ça pour mettre les deux pieds dans le plat. Est-ce que la politique française aurait pu être la même sans la famille Bourgi? Marc, je vous remercie pour les propos introductifs qui me concernent. Mais je voulais vous remercier d'abord, avant tout. Grâce à vous, je connais l'existence de la revue Nexus. Je l'ai feuilletée avant l'interview. Je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Et vous ayant posé la question, vous m'avez dit qu'elle était en vente dans les kiosques. Alors sachez que maintenant, je me procurerai à chaque sortie le numéro de Nexus. C'est un honneur de vous compter parmi nos futurs lecteurs. Abonnés. On espère. Abonnés, oui. Que la lecture le bulletin d'abonnement sortant d'ici. On est un peu les vilains petits canards de la presse écrite en France. J'adore les canards. Et vous êtes un peu... Surtout en cuisine. Vous êtes un peu le vilain petit canard de la politique française. Vous avez été qualifié de l'infréquentable. On vous a connu sur des affaires... Le sulfureux. Sulfureux, les affaires des costards de Fillon. On en reparlera peut-être un petit peu. Le messager et l'émissaire parfois de certains présidents africains. Vous avez découvert parfois des trahisons concernant aussi Thomas Sankara, qui était votre grand ami. La politique française, on en parlera. J'espère. La politique française n'a pas pu se faire sans votre influence et celle de votre père. Oui. Est-ce que elle aurait été tout autre sans la famille Bourgi? Vous prêtez, je crois, un peu trop d'importance à ce qu'a pu faire mon père. Mon père a contribué au niveau de l'Afrique, à partir de Dakar, au financement du RPF, le Rassemblement du peuple français,
le parti que le général de Gaulle avait créé en 1947. Et à cet effet, il avait désigné Jacques Foccart pour sillonner l'Afrique, rassembler le maximum d'adhésions, d'adhérents et propager les idées. Et Jacques Foccart a eu le bonheur, comme mon père a eu le bonheur, de se rencontrer. Et il est né entre eux une sorte d'alchimie. Jacques Foccart était de 1913 et mon pauvre père était de 1895. Il y avait une grande différence d'âge, mais le courant est passé entre eux. Mon père était extrêmement peu lettré, du niveau du CM2 en arabe. Il avait appris, comme on dit chez nous, au sud Liban, Taht el-Zaytoun, sous l'olivier, les tables coraniques, vous savez, en bois, et le cadi ou le cher enseignait aux enfants l'arabe, mais c'était l'arabe tiré du livre sacré, le Coran. Et bien entendu, il était totalement inculte en ce qui concerne la langue française. Mais il se faisait comprendre, il parlait un sabir. Vous savez, c'était très difficile de le comprendre, mais on le comprenait. Jusqu'à la fin de ses jours, papa ne pouvait pas dire Foccart. Il disait Foccart, Foccart. Et de Gaulle, c'était dit Gaulle. Ouais, il ne l'a jamais su le dire, mais quant aux phrases, il les ignorait. Autant le dire, mais il s'est fait admettre et il s'est fait respecter et il a bâti une audience considérable au niveau des hommes politiques de la 4e République. Il serait déjà à l'époque. Et ceux-là ont fondé avec le général de Gaulle la 5e République. Et j'ai vu apparaître dans le personnel gouvernemental de l'époque des gens qui, entre 47 et 58, ont souvent été les hôtes à dîner de papa et de maman à Dakar. Je pense à Olivier Guichard, qui accompagnait très souvent M. Foccart. Et c'est à l'occasion de ces remises de fonds que papa, en 54 ou 55, je n'ai pas la date exacte, a rencontré Georges Pompidou. Comment ai-je su que c'était Pompidou? Il dit à mon frère aîné Albert, accompagnez-moi à l'hôtel de la Croix du Sud, c'était le top niveau au point de vue de l'hôtellerie à Dakar, j'ai rendez-vous avec M. Foccart. J'arrange les mots, moi. Parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un d'autre. M. Foccart doit me présenter à quelqu'un d'autre, nous dit-il en arabe. Voilà que mon frère Albert et son jeune frère Robert accompagnent papa à l'hôtel de la Croix du Sud. Monsieur Foccart, attendez papa. Bonjour, monsieur Bourgi. L'autre, monsieur Foccart. Il dit, monsieur Pompidou vous attend. Et le Pompidou dans la bouche de mon père était tout sauf Pompidou. Voyez, c'est là que pour la première fois, Albert et moi, nous voyons monsieur Pompidou, à l'époque directeur de chez Rothschild, qui faisait une tournée en Mauritanie et au Sénégal, au point de vue des matières premières de la Mauritanie, les minerais de fer et tout. Et c'est là que pour la première fois, papa rencontre M. Pompidou. Et nous, ses enfants aussi. Mais ça ne représentait rien pour nous, Pompidou. Mais ça n'est qu'après, lorsqu'il est devenu Premier ministre, que mon frère Albert et moi nous disions « Mon Dieu, on connaît M. Pompidou, on l'a vu à l'hôtel de la Croix du Sud et tout et tout. » Voilà. Parce que votre père est devenu très influent dans la politique française parce que immigré libanais au Sénégal, il a pu avec la communauté libanaise amener énormément de fonds pour porter De Gaulle et certains hommes politiques. Ça n'était pas le seul. Je pense qu'au niveau français, quand même, il y avait de grandes fortunes au-delà des militants. Nous sortions de la guerre, quand même. Le militant de base devait donner 10 sous, 15 sous, mais autour du général de Gaulle, il y avait des hommes
de puissance d'argent qui aidait quand même au fonctionnement du RPF. Mais papa n'a pas peu contribué avec ses compatriotes libanais au financement de la vie politique en France, au niveau du RPF, hein, je tiens à le préciser. Et il s'est bâti une audience extraordinaire, et à chaque fois que le général de Gaulle passait par Dakar, 44, 53, 58, 59, le référendum de 58, Foccart faisait en sorte que papa rencontre le général de Gaulle. Et d'ailleurs, lorsque il s'en est allé vers la demeure du père, mon père, en 1979, Philippe de Gaulle, le fils du général, avait écrit une lettre extraordinaire de condoléances à la mort de mon père, disant quelle était l'amitié qu'il y avait entre le général de Gaulle et ce modeste Libanais, émigré libanais à Dakar, Mahmoud Bourgi. J'en ai été très fier, nous en sommes toujours très fiers. Mais je me rappelle que gamin, quand nous savions que M. Foccart arrivait, papa avait déjà sonné le rappel de tous les gros financiers libanais, les grosses fortunes, pas simplement du Sénégal, du Mali, c'était pas le Mali, du Soudan, le Soudan français, de la Haute-Volta, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, et tous ces gens-là venaient sur Dakar, déposaient des sacs de billets, et lorsque M. Foccart accompagnait d'autres collaborateurs du général de Gaulle, dont les noms sont en tête, mais je préfère ne pas les dévoiler, je n'ai parlé que d'Olivier Guichard, un homme remarquable d'ailleurs. Il nous impressionnait parce qu'il était immense, bel homme. Il était très grand, Olivier Guichard. Alors quand il avait 35 ans, 40 ans, c'était autre chose aussi. Et tout ce monde-là repartait avec les sous. Il n'y avait pas Tracfin à l'époque. Mais cela nous impressionnait. Et les années ont passé. De Gaulle est installé au pouvoir. Il est au pouvoir. Il n'a plus besoin pour son action politique de l'argent du général, des Africains ou des Libanais. Mais cette habitude s'est installée à telle enseigne que dans ses mémoires, Jacques Foccart lui-même, dans le tome 5 de ses mémoires, La fin du gaullisme, en pages 74 et 81, dit lui-même, Foccart, s'adressant à Pompidou, dit « Georges et Félix Houphouët-Boigny nous a envoyé son ambassadeur avec un témoignage d'amitié et de soutien. » Et il ajoute « comme tous les autres chefs d'État africains ». Donc moi je n'ai rien inventé. C'était une coutume. Et lorsque Chirac, en 1981, après la défaite qu'il a subie à la présidentielle de 81, face à Mitterrand et à Giscard, me fait promouvoir au Club 89. J'étais le délégué national du Club 89 pour tous les pays en voie de développement. C'était quoi déjà le Club 89? C'était le club de réflexion de Jacques Chirac. Quand il a perdu la présidentielle de 81, il s'est dit, bon, il va falloir que je refonde les idées du RPR. Et il a constitué un Club 89 qui était à l'époque dirigé par Michel Aurillac, qui fut son ministre de la Coopération sous la première cohabitation. Il y avait là Alain Juppé, secrétaire général du club, Jacques Toubon et toutes les grosses têtes autour de Jacques Chirac. Et moi, j'étais prof à la fac de droit d'Abidjan au titre de la coopération française, grâce à Jacques Foccart, qui m'avait fait rencontrer Chirac et tout. Le courant était passé entre Chirac et moi. Il m'a dit, Robert, voilà, vous serez au Club 89, je vais vous nommer chargé de mission auprès de moi et de Kosciusko-Morizet pour toutes les relations politiques entre le RPR, que je préside, et tous les pays africains au sud du Sahara. C'est énorme. Conseil Afrique, voilà. Et
à la fin de l'entretien, j'en ris parce que, revenez en 81, j'étais gamin, j'avais 36 ans, et c'était Jacques Chirac, ancien Premier ministre, ancien ministre du Général, ancien ministre de M. Pompidou, Premier ministre de Giscard d'Estaing, maire de Paris. C'était pas Anne Hidalgo, hein. C'était Jacques Chirac, le maire de Paris. Et à la fin de l'entretien, il me dit je sais, grâce à Jacques, c'était Jacques Foccart qui était présent, que votre père n'a pas peu contribué à l'action politique du général de Gaulle et de M. Pompidou. Est-ce que je peux compter sur vous, Robert, pour intéresser les grosses fortunes libanaises de Côte d'Ivoire, il y en avait de très grosses, au financement de mon action politique? Et c'est de là que tout est parti. C'est là que vous devenez l'homme de confiance de Chirac. Absolument. Son émissaire, non seulement politique, de par mes fonctions, mais c'est moi qui suscitais l'intérêt des Libanais, qui ne connaissaient rien à la politique, mais ils étaient des admirateurs du général de Gaulle, sans savoir pourquoi, qu'ils ne m'en veuillent pas. Ils aimaient le général. Mais leur expliquer, demandez-leur d'expliquer pourquoi ils adhéraient à la personnalité du général. Ils en étaient incapables. Le Club 89, dans le livre dont vous venez de parler, il y a tout un chapitre dessus où finalement on a l'impression que ça crée un réseau où on va penser les décisions, les futures décisions pour les pays africains, mais sans finalement consulter les Africains eux-mêmes dans leur totalité ou la population. Quel regard vous avez là-dessus? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des clubs 89 Non, ils ont disparu. Ils ont disparu, mais ils ont été... Non, à ma connaissance, il n'en existe pas. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai qu'on ne consultait pas les Africains. Jacques Chirac rencontrait les présidents africains. Comment vous dire, Jacques Chirac se situait dans le droit fil de la pensée du général et de M. Pompidou, du gaullisme. Et ils adhéraient spontanément à tout ce que leur disait Chirac. La politique de Jacques Chirac, bon, il la faisait, mais dire que les Africains étaient consultés, c'est mensonge. Personne n'était consulté. C'était imposé, c'était dans le droit fil des accords de coopération noués en 1960 entre le général de Gaulle, avec à ses côtés Jacques Foccart, et les chefs d'État africains, des nouvelles républiques africaines. Ils n'ont jamais été consultés. C'est ce qui fait vraiment aujourd'hui, il y a un rapport houleux, on le voit, il y a eu une évolution des relations entre les peuples africains et la France, où aujourd'hui ils se tournent beaucoup plus vers d'autres blocs des BRICS, la Chine, la Russie, et il y a une sorte de véhémence qui est créée envers en général les Français, et aussi les Britanniques pour d'autres pays, etc., comme le Nigeria. Est-ce que, justement, on peut avoir une forme de regret sur cette cassure diplomatique, sur le fait qu'ils ne se soient pas sentis concernés dans ce projet de France-Afrique? Je parle du peuple africain. Quel regard vous avez dessus? J'ai été un acteur et un témoin de la France-Afrique au sommet de sa puissance. Le tort que nous avons eu, mais j'étais gamin, j'étais un petit rouage. Même investi de la confiance personnelle de Jacques Chirac, je n'étais rien dans l'établissement de la politique, dans la confection de la politique. Je ne parle pas de vous directement. Non, mais je préfère vous répondre. Bien sûr. Et vous faites bien de me poser la question. Il était normal, il était fatal, il était naturel que ces relations que je qualifierais d'incestueuses ne pouvaient pas continuer, se prolonger. Non. Et il est heureux qu'aujourd'hui, la France soit obligée de compter sur la concurrence sévère d'autres pays. Vous avez cité le BRICS, je pense aux Américains, je pense aux Indiens, je pense aux Chinois, je pense aux Russes, je pense aux Turcs. La Turquie dame le pion à la France. Et aujourd'hui, ça n'est pas sans une certaine tristesse que je constate l'affaiblissement de l'influence de la France en Afrique. Mais nous avons semé pendant 40 ans
les graines de la discorde pendant 40 et 50 ans. Ce que j'appelle les relations incestueuses. Les accords de coopération noués au début des années 60 étaient des relations pas d'égal à égal. Pourquoi vous dites incestueuse? Pourquoi ce terme? C'est ce qui est souvent utilisé comme terme. C'est le terme qui est souvent utilisé. Ce sont des relations maléfiques, ce sont des relations inacceptables, comme l'inceste, voyez. Et tout ça appuyé sur les accords de défense. La France, c'est-à-dire le général de Gaulle et son émissaire, Jacques Foccart, faisaient comprendre au chef d'État de toutes ces nouvelles républiques africaines: vous resterez au pouvoir, nous assurons votre sécurité, votre défense, mais laissez-nous la maîtrise de votre sous-sol. Ce qui fait que toutes les matières premières étaient exploitées au seul bénéfice de la France. Et cela devait se terminer. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. C'est une bonne chose. Je le regrette, je le constate, mais avec tristesse, la perte d'influence de la France en Afrique. Tous les États. Regardez la dernière. Le dernier en date. Le président Emmanuel Macron envoie son ministre des Affaires étrangères au Tchad, il y a un mois, parce qu'on avait dit il faut fermer les bases françaises et tout. Le ministre des Affaires étrangères, nouvellement nommé, va au Tchad, rencontre le président Déby, le fils d'Idriss Déby. Et sortant de là, de l'audience, il dit, bon, ça s'est extraordinairement bien passé entre le président Déby et moi, la France est toujours là. Il prend l'avion, il rentre à Paris, déclaration du président Déby, comme vous le savez, fermeture des bases françaises, à les dégager. Oui. On n'a plus la maîtrise. On n'a plus la maîtrise parce que, vous savez, les relations avec les Africains, comme les relations avec les Arabes. Je suis arabe et je suis africain. Né à Dakar, j'ai grandi au milieu d'eux, j'ai grandi avec eux, j'ai respiré avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai joué avec eux. Ma vie est à Dakar. D'ailleurs, mes parents sont enterrés à Dakar. Les miens disparus sont enterrés à Dakar. Et il n'y a plus aujourd'hui, en France, d'hommes politiques capables de nouer ces relations qui sont des relations d'affection, de confiance, de comment vous dire, de tactile. Et le dernier qui les ait possédés, ça a été Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est un être exceptionnel, je le dis. Pourtant, Dieu sait que je le cite toujours pour le financement. Jacques Chirac aimait l'Afrique. Il cherchait à connaître l'Africain. Il aimait leur art. Il aimait leur histoire. Il aimait leur conte. L'histoire des États africains. Mais même Sarkozy, que vous avez soutenu, n'était pas à la hauteur, selon vous? Non, il va m'en vouloir, le président Sarkozy, mais il était loin d'égaler Jacques Chirac en la matière. Très loin. Jacques Chirac, lorsqu'il allait en Afrique, la première condition qu'il posait, il faut que je passe au moins une nuit dans l'État que je vais visiter. C'est extrêmement important pour les Africains. Quand vous allez passer la nuit chez eux, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, vous dormez chez eux, vous mangez chez eux, vous vous réveillez chez eux, sous le même ciel. Le président Sarkozy, et je l'ai vu à l'œuvre, hélas, et le reproche leur en a été fait par les chefs d'État africains. Quand Sarkozy arrivait à Libreville, par exemple, il commençait la visite. Au bout d'une heure, il regardait sa montre. Un jour, Omar Bongo lui a dit, mais dis-moi, mais tu passes ton temps à regarder la montre, Nicolas? Il dit, mais tu sais, j'ai des choses à faire à Paris. Il dit, non, tu as envie de repartir. Ah, ça, je l'ai vu, et je le dis, pour que vos auditeurs le sachent. Non, Jacques Chirac était inégalable. Et il a eu un maître aux côtés de lui qui lui a enseigné l'Afrique, c'est Jacques Foccart.
il a été à ses côtés pendant 30 ans. Donc, il a su lui donner les petits mystères, lui enseigner les petits mystères qui existent dans les relations qu'il faut nouer avec les Africains, qu'il faut nouer. Alors juste, pardon. Oui, c'était pour continuer sur cette relation France-Afrique. Après, j'aborderai le cas Sankara. Mais tu peux y aller justement, parce que c'est intéressant. Parce que justement, quand vous parliez de Jacques Foccart, c'est vrai que vous révélez qu'il vous a prévenu, Foccart, parce que vous étiez un grand ami, vous admettez avoir été un grand ami de Thomas Sankara, être très proche. Et Foccart vous prévient, quelques jours avant son assassinat, faut qu'il fasse attention. Absolument. Et vous transmettez le message. Absolument. Comment ça se passe, comment vous recevez le message? Et est-ce que Foccart, selon vous, a pu jouer un rôle? Vous dites, la France n'a pas pu ne pas avoir d'ingérence dans cette histoire. Alors, il faut juste rappeler qui est Thomas Sankara. Il y a beaucoup de gens dans notre public. On n'a pas un public aussi que français. Thomas Sankara, c'était au Burkina Faso. C'était un ancien militaire qui avait pris le pouvoir, on dit par un coup d'État, donc ça déplaisait aussi à la France, et qui était un panafricaniste très très fort. Quand Mitterrand vient notamment lui demander « Que puis-je faire, que peut faire la France pour le Burkina Faso ?» Thomas Sankara lui répond notamment « La meilleure chose que vous puissiez faire pour aider le Burkina, c'est de ne rien faire et de nous laisser nous développer indépendamment. » Donc c'était un grand représentant, peut-être le plus grand parmi les présidents depuis les années 60 du panafricanisme. Absolument, vous avez totalement raison, Romain. Et j'ai fait la connaissance de Thomas Sankara, du jeune président burkinabé, grâce à un de mes étudiants du Burkina Faso, qui était mon étudiant à la faculté de droit d'Abidjan. Il s'appelait Ablassé Compaoré. Brillant étudiant burkinabé, brillant. Et j'avais noué avec lui, et je me suis laissé dire qu'il avait quitté ce monde. Je connaissais sa famille, sa femme, sa charmante femme. Il a quitté ce monde. Et Ablassé Compaoré, j'avais eu ce bonheur de bâtir avec lui des relations personnelles. Il venait à la maison, on se parlait tout en étant mon étudiant. Il m'a dit, vous savez, professeur, les choses vont changer au Burkina. Je dis, ah bon, Ablassé, vous le croyez? Il me dit, oui, vous verrez, les choses vont changer. Irruption des militaires sur la scène politique du Burkina Faso, Sankara prend le pouvoir avec Henri Zongo, Compaoré et compagnie. Et il m'avait dit un jour, il arrive, il m'a dit, mais professeur, je suis obligé de quitter la faculté de droit. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Un brillant étudiant comme vous, Ablassé? Il me dit, non, le patron m'a demandé d'être son conseiller politique. Thomas Sankara, il faudrait que vous veniez me voir. Je lui ai dit qu'à cela ne tienne, je viendrai vous voir, Ablassé. Il n'y a pas de problème. Et en 1986, première cohabitation, Jacques Chirac est Premier ministre du président Mitterrand, prend comme ministre de la coopération Michel Aurillac, mon ami, le premier président du Club 89, et je suis nommé au cabinet de Michel Aurillac par la seule volonté de Jacques Chirac, conseiller politique. Et j'annonce la nouvelle à Ablassé. Il me dit justement, venez me voir, président, comme ça professeur, comme ça je vous présenterai au président. Et je suis allé à Ouaga, et j'avais prévenu M. Foccart, qui était le conseiller Afrique de Jacques Chirac à Matignon. Et Foccart m'a dit, allez-y, parce que moi j'y vais aussi. Et je suis allé, c'est là que j'ai rencontré Thomas Sankara, grâce à l'appui de Ablassé Compaoré. Et il s'est créé entre eux, Thomas et moi, une alchimie. Nous sommes devenus plus que des amis. Nous sommes devenus des copains, vraiment des copains. Il me faisait venir à 22h, il me dit, tu es à quel hôtel? À l'époque, j'étais à l'hôtel Silmandé. Il me dit, bon, essaye de ne pas te coucher, je passe te prendre à minuit. Et à minuit, Thomas passait à l'hôtel, faisait appeler, hop, on allait dans les boîtes de nuit. Vous savez, les restaurants qu'il y a en Afrique, on mange la brochette. Vous savez, la brochette grillée et compagnie. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai dit à mon ministre, je lui ai dit, c'est un homme extraordinaire. Je l'ai dit à M. Foccart et tout. Et lorsque Foccart est parti
à Ouaga, il s'est créé entre Thomas Sankara et Foccart des relations vraiment, pas de copains, parce que Foccart était beaucoup plus âgé que lui, mais de confiance. Et les choses allant, Mitterrand est allé à Ouaga. Rappelez-vous ce discours de Mitterrand que vous avez cité, le discours de Sankara, extraordinaire. Confrontation entre les deux cerveaux. Et bon an, mal an, plusieurs visites à Ouaga, pareil, Thomas et compagnie. Un soir de 87, Foccart me fait appeler. Il me dit, est-ce que vous pouvez venir me voir à la maison, Robert? Je lui dis, pas de problème, doyen. Je l'appelais doyen. Je suis allé le voir, rue de Prony, chez lui à la maison. Il me dit, d'abord mes condoléances, j'ai appris un décès dans votre famille. Je lui dis, oui, doyen, j'ai perdu ma sœur. Il me dit, mais écoutez, je dois sûrement la connaître. Je lui dis, vous connaissez tous les membres de la famille, doyen. Il me dit, mes condoléances. Il me dit, je vous ai fait venir parce que vous allez à Dakar trouver l'occasion, le moment opportun pour passer un message à Sankara. Je lui dis, quel message? Vous êtes à Matignon, doyen. La ligne est directe. Il me dit, dites-lui de se méfier de son entourage. Immédiat. Je lui dis, je dois vraiment lui dire? Il me dit, faites-le, je vous le demande. De se méfier de son proche entourage. Le plus proche. Ces mots que je tiens à votre micro, je les ai tenus devant la gendarmerie française nationale qui m'a convoqué il y a quelques années pour m'interroger. Et je pars sur Dakar. À Dakar, il n'y avait pas de portable à l'époque. Le téléphone sonne à la maison et ma sœur me dit c'est le président Sankara. Alors je prends l'appareil, je lui dis bonjour Thomas, tu vas bien? Il me dit j'ai appris ton deuil, toutes mes condoléances, grand frère. Je lui dis je te remercie Thomas, mais écoute, ça tombe bien. Le vieux, le code pour Foccart, le vieux m'a chargé d'un message pour toi. Il me dit ah bon? Je lui dis écoute, il m'a chargé de te dire de te méfier de ton plus proche entourage. Ah bon? Écoute, ce sont les termes qu'il a utilisés. Méfie-toi de ton plus proche entourage. Message passé. Dans la journée, j'appelle M. Foccart. Je lui dis, le message est passé. Dans la direction de qui vous savez. Il me dit, vous avez bien fait. Quelques jours après, on apprend l'assassinat de Thomas, d'Henri Zongo et d'autres. Mais quand vous dites que la France ne pouvait pas ne pas s'être ingérée dans cette affaire, oui. Est-ce que vous pensez que c'était plus qu'un avertissement, c'était une menace? Et en quoi Thomas Sankara était une menace pour les intérêts français? Mais Romain l'a fort bien dit, c'est un panafricaniste. Il avait dit à Mitterrand, ne dites pas ce que je dois faire pour vous, laissez-nous gérer nos affaires nous-mêmes. Et là était le danger pour Thomas. Et comme Blaise Compaoré, son numéro 2, était un redoutable politique, redoutable, féroce politique, il avait l'adhésion des milieux économiques français, des milieux d'affaires français, et il fallait éliminer l'élément gênant qui était Thomas Sankara. Mais la question m'a été posée plusieurs fois par d'autres journalistes. Marc, Jacques Foccart n'a jamais trempé dans ça. Vous pensez que la France n'a pas de lien Je dis bien Jacques Foccart. D'accord. On ne peut pas parler de la France-Afrique sans mettre celui qu'il a, qui est son géniteur, c'est-à-dire Foccart. Je lui ai posé la question, moi, quelques années après. Il avait atteint par l'âge, le grand âge. Je lui dis, doyen, pour Thomas. Il me dit, Robert, je n'ai jamais donné quelque assurance à ceux qui ont contribué à la chute de Thomas Sankara. Non. 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 Pour d'autres,
je dis pas non. Pas pour Sankara. Pour d'autres, vous pensez à qui, par exemple? Avant qu'on aille sur d'autres métiers, je préfère que sur le Burkina, on rappelle les intérêts, parce qu'il y en a qui peuvent se demander les intérêts qu'avait la France vraiment au Burkina. Le Burkina, la France a beaucoup pompé le coton, l'or et l'uranium. Ouais, ça fait beaucoup. C'est pour avoir ça en élément de... Juste petite parenthèse, quand vous pensez à d'autres noms... Oh, Jacques Foccart a trempé dans l'affaire du 16 janvier 1977, avec le roi du Maroc et Omar Bongo pour renverser le président Mathieu Kérékou. Le régime militaire marxiste-léniniste, il n'était pas absent du débat, et tant d'autres au Cameroun et ailleurs. Mais pour ce qui était de Thomas Sankara, la parole sortie de la bouche même de Jacques Foccart, Robert, je n'ai jamais trempé. Jamais. C'est un homme que j'estimais beaucoup. Mais les choses étant ce qu'elles sont, Thomas est parti alors que c'était un grand monsieur. À l'égal de Patrice Lumumba, à l'égal de Kwame Nkrumah du début, à l'égal de Sékou Touré à ses débuts, c'était un grand monsieur. Jeune, mais quand il parlait, on avait l'impression qu'il avait 70 ans. Il connaissait tout. À l'égal de Julius Nyerere, de Jomo Kenyatta. Ah non, c'est un homme remarquable. Et c'est une perte vraiment irréparable pour l'Afrique. On peut rajouter dans les précédents assassinats, Olympio au Congo, ou Ngouabi, on ne dit pas que c'est la France qui l'a fait tout ça, mais il y a la question qui est là, Teferi Bante aussi en Éthiopie. Est-ce que, jusqu'à quel degré vous pensez que la France puisse être, c'est une question très cash, mais jusqu'à quel degré, ce sont tous des pays qui avaient, des présidents qui avaient ceux que j'ai cités là, il y en a plein qui sont morts, qui n'avaient aucun lien avec le panafricanisme ou autre chose. Eux là, ces 6, là, bon, on peut rajouter Kabila en 2001, oui c'est vrai. Kabila aussi, qui avait justement il y avait Lubumba juste avant Mobutu, vous l'avez rappelé, et il y avait Kabila juste après, pendant Chirac d'ailleurs. Vous avez parlé de Sylvianus Olympio, du Togo. La France n'a pas été inexistante dans son élimination. Mais je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Comme elle n'a pas été inexistante dans l'élimination de certains opposants au président Ahidjo au Cameroun. Des gens qui étaient de première importance, qui ont été éliminés par la DGSE, par le SDEC de l'époque, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Ils ont été éliminés hors des frontières de la France. Alors vous avez ce regard-là, et je veux pas du tout... vous avez déjà répondu à tout ce qu'il fallait dire sur, effectivement, comme Marc l'a rappelé, vous étiez connu pour avoir porté certaines mallettes dans le passé. Je n'ai jamais porté de mallette. Vous n'allez pas recommencer. J'ai accompagné des émissaires. C'est vrai. Je n'ai jamais porté, même un sou. Il faut être précis, pardon. Ah non, 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 il faut être précis. C'est l'intermédiaire, en tout cas, entre ceux qui donnaient et ceux qui recevaient. L'intermédiaire, unique et incontournable. C'est-à-dire que sans vous... Les chefs d'État... Écoutez, c'est simple. En même temps, je dis bien en même temps, dans le même temps, j'étais le conseiller politique personnel de 11 chefs d'État. Et rien ne se faisait sans moi. Et en même temps, j'étais auprès de Jacques Chirac, chargé des missions occultes et personnelles. Donc j'étais incontournable. Mais je n'ai jamais transporté un sou. Bien sûr. Un sou, vous m'entendez, un sou. Mais vous connaissiez le code, et notamment... Tout, 555. Voilà. C'est quoi ce code-là, pour ceux qui ne savent pas? Mais le code des mallettes, justement, ils connaissaient le code. Et il y avait même Monsieur Bongo, président au Sénégal, qui disait, il y a cette phrase forte dans le livre où il disait mais Monsieur Bongo, pourquoi est-ce que il y a que Monsieur Bourgi qui peut les transporter? Et puis il dit, c'est le seul qui Quel code? C'est le seul où je retrouve la mallette avec le même montant d'argent. Ah oui, non, deux choses qu'il faut préciser. Nous sommes là... J'ai pas perdu ma question. Hein. Je vous y répondrai après, vous inquiétez pas. Moi, je perds pas mes questions. Nous sommes là, pas pour nous amuser, mais pour raconter des anecdotes. Vous savez, la grande histoire se fait de petites histoires. Ouais, elle se nourrit de petites histoires. J'accompagne un jour un émissaire gabonais. C'était l'ambassadeur du Gabon à Paris
le président Omar Bongo m'avait dit, fiston, comme il m'appelait, Ifoura, ça veut dire l'argent en batéké. Okay. L'argent en batéké, ça s'appelle Ifoura. Ifoura arrive, ton frère Jean-Marie va prendre contact avec toi. Et Jean-Marie Adzé, ambassadeur, qu'il me pardonne de donner son nom, mais c'est vieux ça, tout cela remonte à plus de 20 ans. Et Jean-Marie Adzé, ambassadeur du Gabon à Paris, le lendemain, m'appelle, il me dit « Grand frère, il faut que je vienne te voir au bureau. » Je lui dis « Justement, on m'a annoncé ta visite. » Il arrive, il me dit « Voilà, le patron m'a remis de l'argent, il faut le porter à Chirac. » Je lui dis « Pas de problème. » J'appelle Villepin, je lui dis « Dominique, il faudrait que vous me décrochiez une audience. » Et il y avait un code entre Dominique et moi, de Villepin. Et je voudrais apporter une précision importante. Je parle souvent de Dominique. C'est vrai. Dominique de Villepin a été choisi par Jacques Chirac, président de la République française, comme le réceptionnaire du financement africain. Avant, c'était Jacques Foccart. Et quand Foccart est mort en mars 1997, Jacques Chirac me fait venir à l'Élysée, où je fais la connaissance de Villepin dès vivo. On se parlait au téléphone, mais je ne l'avais jamais vu. Et Jacques Chirac, Villepin, Bourgi, il dit « Voilà Robert, Jacques est parti, hélas, 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 3 fois. La peine est immense, mais vous serez maintenant amené à travailler avec Villepin. » Il se tourne vers Dominique, il lui dit « Dominique, maintenant c'est vous, quand je ne suis pas disponible, qui recevrez les dons des chefs d'État africains. Dans votre bureau, c'est vous. » Mais je tiens à préciser, Dominique n'a pas demandé à avoir l'argent. C'est Jacques Chirac qui a décidé que ça serait dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, c'était Dominique de Villepin, et que même si Villepin devait changer de portefeuille, de fonction, ça le suivrait. D'où le fait que, quand il y avait des émissaires porteurs de mallettes, j'aime pas ce terme mallette, de mallettes, on suivait Villepin au Quai d'Orsay, on suivait Villepin à Beauvau, on suivait Villepin à Matignon. Mais le malheur a voulu que ce soit... Il a été désigné par Jacques malgré Chirac. Lui. Malgré lui. Hey, Chirac donne des ordres, il n'y a pas de malgré. Hein. Mais tu es obligé d'accepter. Ce même Villepin qui voulait d'ailleurs, quelques années auparavant, vous passer les bracelets comme vous avez... Ah oui, mais ça, ça je l'apprends. Bon. Autre affaire. Ça veut dire quoi que Chirac donne un ordre et on est obligé d'accepter? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau politique? C'est que quand il y a une telle organisation... Chirac, il était difficile quand il donnait... Attention, Jacques Chirac, une fois que je vous le répète, ça n'était pas Anne Hidalgo, ça n'était pas... C'était Jacques Chirac, un monstre de la politique en France. Vous savez, il y en a eu très peu de monstres. Pompidou a été nourri par le général, spirituellement. On ne peut pas dire que le général était un monstre de la politique, c'est un personnage de l'histoire. Il y avait Pompidou, mais la France a connu 2 monstres, 2 génies de la politique, François Mitterrand et Jacques Chirac. Et tous les autres, ce sont des enfants qui jouaient dans la cour des grands. Même mon Nicolas Sarkozy, que j'adore, on ne peut pas le comparer à Chirac. C'est quoi un monstre politique? Puisque quelqu'un comme Mitterrand est aujourd'hui complètement désavoué dans l'histoire par mais vous savez, même toutes les personnes de gauche. Les prophètes sont désavoués. Non, c'est quand on regarde le bilan. Hein, enfin, le prophète peut être désavoué pour des idées spirituelles. Là, Mitterrand, c'est le bilan. Et il avait fait des promesses. On trouve toujours à redire. Mais c'est quelqu'un de... Je suis plutôt à gauche, donc non, mais, je vous dis ça. Là, mais je vous accepte, même si vous êtes à gauche. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus intelligent que les partis écoutez-moi, politiques. Mitterrand et Chirac, écoutez-moi bien. Mitterrand et Chirac, quand ils apparaissaient dans un cénacle, dans une pièce, dans une réunion, tout le monde se taisait. 1. Deuxièmement, François Mitterrand a sillonné la France. Les moindres villages,
Les moindres recoins de notre pays sont connus du président Mitterrand. Chirac, pareil. Vous dites au président Sarkozy, vous dites à Bruno Retailleau, vous dites à Laurent Wauquiez, vous ou à dites, Macron. Même à François Hollande, même au président Macron, tel village X, dans le Périgord noir, il vous regardera, il ne connaît pas. Posez la question à Mitterrand et à Chirac. Non seulement il connaît ce coin, mais il en connaît le maire. Il en connaît le conseiller général. Il en connaissait les enfants. Je veux bien dire c'est qu'il était attaché à la France. Oui. Je veux bien qu'ils connaissent toutes nos villes et qu'ils connaissent tous les quartiers de Joinville-le-Pont. Mais si derrière, ils font des promesses mais qu'ils ne les tiennent jamais, c'est plutôt ça qu'on attend d'un vrai président. Donc c'est quoi un monstre de la politique? C'est ça ma question. Non, mais ce que j'ai voulu dire par monstre, c'était des personnages hors normes. D'accord, oui. Hors normes. Charismatique. Hors normes. Ah oui, charismatique. Il y a certains leaders politiques que j'ai cités, s'ils venaient à disparaître, il n'y aurait pas la queue à leurs enterrements. Comme il y avait la queue pour Mitterrand, comme il y avait la queue pour Chirac. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous entendiez aussi que c'est des animaux c'est vraiment des animaux politiques? Ah oui. Chacun. Ils avaient la politique. Moi, on s'éloigne de l'anecdote que j'allais raconter. Donc l'ambassadeur du Gabon, on va revenir là-dessus. Animaux politiques. L'ambassadeur du Gabon vient me voir et je lui dis, t'as rendez-vous, nous avons rendez-vous tel jour à telle heure. Et tel jour à telle heure, l'ambassadeur du Gabon arrive avec la voiture 43 CMD1, 43 c'est le Gabon, dans le fichier diplomatique. CMD1 c'est la voiture du chef de mission diplomatique. Je rentre dans la voiture avec l'ambassadeur, dans le coffre, les sous, qui auraient fait le bonheur de vos enfants, des siens et des miens. Et nous voilà partis à l'Élysée. Les dispositions prises, la voiture rentre, ni vu ni connu, les gendarmes sont déjà au parfum, ils le savent tous. Si jamais ils regardent l'émission, ils doivent dire Bourgi est en train de raconter sa vie, on l'a vu à l'œuvre. Bon, les gendarmes de l'Élysée. Nous voici arrivés dans le bureau de Villepin. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Comment va? Ça va? Bonjour, Robert. Non, camarade. Je lui dis bonjour, Dominique. Lui, il m'appelait camarade. On s'assoit, truc. Qu'est-ce que vous buvez? Et Dominique de dire à l'ambassadeur, vous savez, le président va assister à la remise des fonds. Alors, tout de suite, l'ambassadeur réajuste sa veste, sa cravate, rentre Jacques Chirac, bureau mitoyen, vous savez. Le bureau du président est mitoyen de celui du secrétaire général de l'Élysée. Il rentre en bras de chemise à l'américaine, vous savez. Ah, monsieur l'ambassadeur! Tout le monde se lève, mes respects, monsieur le président. Ça va, Robert? Je lui mes respects, monsieur le président. Alors, comment va le président Bongo? Il dit, ça va, monsieur le président. Il m'a chargé de vous apporter le témoignage de son amitié et pour soutenir votre action politique. C'était à la veille de l'élection de 2002. Contre Jospin. Et l'ambassadeur prend la mallette de commandant de bord, vous savez, et il la met au pied du président de la République française. Villepin était assis sur la droite, moi en face, et Jacques Chirac dit « Bon, on va voir ce que ça peut être. » Et pardonnez-moi de rire. Il dit, mais il y a une serrure. Qui dit serrure, il y a clé. Et il y a un verrouillage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous savez. Il dit, monsieur l'ambassadeur, comment faire pour ouvrir? Il dit, monsieur le président, seul Robert connaît le moyen d'ouvrir la mallette. Il dit, comment ça? Vous êtes l'ambassadeur du président Bongo. Il dit, monsieur le président, Robert seul connaît le code. Alors Chirac, il est très expressif, le président Chirac. Et il me regarde, je dis à Dominique, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de raconter? Et ça se passe, c'est ça les secrets. Et Dominique, je lui dis, Dominique, puis-je avoir un bout de papier et un stylo? Il se lève, il va prendre un bout de papier, un stylo. Et je marque en cachette comme ça, 555. Je plie la feuille,
je me lève très respectueusement. Je dis, Monsieur le Président, à votre seule lecture, Chirac lit et se penche, déverrouille, il y a les sous. Et j'ai senti l'ambassadeur extrêmement gêné. C'est quand même le représentant de son pays et de son président. Et je lui ai dit, bon Jean-Marie, on s'en va, comme on le faisait à chaque fois à la fin de l'audience. Et Jacques Chirac de dire, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous acceptez de nous laisser Robert quelques instants? Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président. Mais Robert est avec moi dans la voiture. Je le déposerai. Je le ferai déposer à son cabinet. Jean-Marie s'en va. Et il me dit, mais c'est quand même gênant, Robert. Comment se fait-il que... Je lui ai dit, Monsieur le Président, je vais vous répondre. Mais j'aimerais bien que vous posiez la question aux autres chefs d'État aussi. Bongo me choisit, moi, parce qu'il n'y a pas d'évaporation. Sinon, ça disparaît. Il m'a dit, c'est extraordinaire. Je dis, oui, Monsieur le Président. Et vous lui poserez la question au président Bongo, comme à Sassou Nguesso, comme à Eyadema, comme aux autres. Il a posé la question, il dit, avec Robert, on n'a jamais d'ennui. Jacques, on n'a jamais d'ennui. Telle somme arrive, telle somme. Voilà. Vous avez la réponse. 555. Pourquoi animal politique? J'ai eu ce bonheur, quand j'étais conseiller politique du ministre de la Coopération, d'assister à un sommet France-Afrique. Mitterrand était président de la République et ça se passait au Cap d'Antibes. Cap d'Antibes, à l'hôtel, vous savez, le Cap d'Antibes, où seul Brad Pitt, pas vous, ni moi, pouvons aller, vous voyez. La chambre à 25 000 € la nuit, on y. Mais moi, j'y étais parce que j'étais dans la délégation française. Il y avait un sommet là-bas. C'est la première fois que je voyais Mitterrand. Chirac, je le connaissais depuis moult années. Et il y avait une quarantaine de chefs d'État africains. Il y avait le bruit, Jacques et toi, Omar et toi. Moi, j'étais derrière Jacques Chirac avec le ministre de la Coopération, Michel Aurillac. À côté de moi, il y avait Jean-Christophe Mitterrand, dont je salue le savoir-faire. Bon, il a été décrié par la suite, mais il connaissait son métier. Je parle de Jean-Christophe. Tout d'un coup, comme on les appelle, excusez-moi, l'aboyeur, Monsieur le Président de la République française, rentre impérial Mitterrand. Impérial. Il est rentré, il n'était pas grand. Il est rentré, un silence sépulcral. Je dis bien sépulcral. Le chahut terminé. Il est rentré. Bonjour messieurs. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Il s'est assis. Il se tourne vers Jacques Chirac, Premier ministre. Il dit, mon cher Premier ministre, tout va bien? Il dit, oui Monsieur le Président. Mais un pénitent. Jacques Chirac, un pénitent. Un gamin qui parlait à son maître. Je lui dis, là j'ai l'explication de beaucoup de choses. Et par moi-même. Et je me tourne vers Jean-Christophe, je lui dis, ton père est fort, Jean-Christophe. Ton père est fort. Il me dit, ça m'amuse. Je lui dis, mais moi, je suis interloqué, Jean-Christophe. Le Jacques Chirac, oui, le pénitent. Ça, c'était Mitterrand. Et ensuite, bon, Mitterrand est parti, Jacques Chirac est arrivé dans les réunions du RPR, dans les grands messes qu'on l'appelait, la politique du RPR. Quand il arrivait, il y avait peut-être 50 000, 100 000 personnes. Tout le monde se taisait. Le silence absolu. Et j'ai assisté par la suite à des réunions avec nos jeunes leaders, là. Je n'y vais plus parce que... Vous voyez, ce soir, à 18h30, au restaurant La Terrasse, aux Invalides, Laurent Wauquiez invite les militants RPR autour
d'une réunion politique suivie d'un buffet. Vous voyez? Ça vous intéresse plus? Ah, vous plaisantez ou quoi? À supposer qu'il m'appelle, je ne le prends même pas au téléphone. Le dernier en date, ça a été Sarkozy. Sarkozy pouvait appeler à minuit. Robert, j'ai besoin de toi. Minuit 5, j'étais chez lui. Alors du coup, on a fait un pas de côté avec les animaux politiques. Je te laisse reprendre tes questions juste après. C'est intéressant ce que je dis quand même. Très intéressant. C'est passionnant. Mais on essaie justement de profiter. On sait que vous devez partir Votre après. temps est compté. Et je reviens du coup sur ma question de tout à l'heure que je n'ai pas fini de poser. C'est vous êtes toujours décrit comme un rouage. En gros, on comprend très bien, vous l'avez expliqué dans d'autres émissions, où effectivement, si ça n'était pas vous qui avez fait ce que vous avez fait, d'autres l'auraient fait. Ma question c'est... Je vous arrête. Non, je finis ma question et puis ensuite vous répondrez à tout. Je vous arrête. Il n'y a pas d'autre. Le moule qu'a fabriqué Bourgi est cassé. Personne ne peut comparer à Bourgi. Je vous le dis. Il y a peut-être des seconds, troisième couteaux, oui. Mais des Bourgi, il n'y en a qu'un. Il est en face de vous. Il n'y a plus de financements occultes. Il n'y a pas un Bourgi pour Macron, là? Je ne sais pas. Moi, en 2012, au départ de Jacques... vous savez pas, vous venez de le dire, il n'y en a plus depuis Bourget, mais là, on ne sait pas. Non. D'hommes comparables à Bourgi, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est les réseaux que vous aviez C'est les réseaux qui m'ont été imposés, qui existaient, préexistaient à mon arrivée. Ceux de Jacques Foccart, qui existaient depuis 1947. Moi, j'ai été choisi primus inter pares par Foccart et par Jacques Chirac. Terminé. Mais... je ne sais pas s'il y a encore de financement. Je ne sais pas, franchement. Mais ce que j'ai pu faire, seul Robert Bourgi l'a fait. Il n'y a pas d'exemple ailleurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'il y en ait aujourd'hui ou pas, je ne sais pas. Donc, si ça ne m'intéresse pas. Si vous n'aviez pas été là, alors la France-Afrique, ces relations incestueuses n'auraient peut-être pas été aussi fortes alors. Absolument. Absolument, monsieur. Quel regard vous portez-vous là-dessus sur votre vie, puisque vous êtes très honnête dans ce livre? Ah oui. J'ai été heureux de me trouver là, mais en 2011, en septembre 2011, quand vous écrivez au Monde, dans le JDD, j'ai dénoncé ces pratiques. C'est là que j'ai tourné définitivement le dos au côté obscur de la France-Afrique. Et je l'ai fait en 2011, mais déjà en 2002, au moment de la dernière campagne présidentielle de Chirac, j'avais dit à Villepin exactement ceci. Je ne l'ai jamais dit en ces termes, mais il est temps que je dise la vérité. In extenso. Je lui ai dit, Dominique, je ne participe plus à ça. Il faut arrêter de racketter les chefs d'État africains. C'est au détriment de leur population. Allez dans les villes de toutes ces capitales, il n'y a pas de route, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'université, il y a des écoles mais sans bancs, il y a des écoles mais sans fenêtres. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, j'arrête. La France-Afrique a empêché de développer ces pays-là. Non, c'est-à-dire que les chefs d'État africains, du temps de la France-Afrique, c'est le côté obscur, ne pensaient qu'à eux. Et à leur clan. D'où les richesses inavouables qui dépassent l'entendement. Un jour, je ne citerai pas le pays. Je ne citerai pas la personnalité africaine. J'avais précédé Villepin, comme je le fais toujours, dans un pays africain. Il était Premier ministre. Il me dit, où est-ce qu'on déjeune, Robert? Camarade. Je lui dis, Dominique, on déjeune chez le président. Mais la première escale, c'est chez là. Quelqu'un de la famille du président. L'apéritif se prend là-bas, et ensuite, le président nous rejoint. Je ne cite pas le pays, je ne cite pas la personne. On arrive là-bas. Bonjour tonton. Je lui dis bonjour ma fille, tu vas bien? Ça va. Je dis c'est monsieur de Villepin. Tu connais? Il me dit ah, bonjour patron. Moi je vous vois à la télévision. Hein. Et entrez. Et nous fait rentrer dans une pièce
150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Et il y avait 2 fauteuils, mais dans cette même pièce, il y avait, dans les cartons, 15 télévisions, 150 chaînes IFI, vous voyez. C'était le Conforama, quoi. Je sais pas, comment ça s'appelle la FNAC. La FNAC. Et il me dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, camarade? Je lui dis, c'est l'Afrique, Dominique. La personne ne peut pas acheter une télé, mais elle en achète 10. Elle ne peut pas acheter une caméra, mais elle en achète 10. C'est ça l'Afrique. Et comme lui aussi a un langage cash, Villepin, quand la personne est rentrée, « Oh, bonjour Dominique !» Bonjour, j'ai failli donner le nom. « Bonjour, ça va ?» Il dit, mais c'est un commerce que tu ouvres? Il dit, non, mais Robert a dû t'expliquer. Il dit, ah oui, mais c'est un commerce que tu... Mais qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Il dit, oh, je préfère avoir des réserves. C'est tous les excès, en fait. Les excès. Comme le sacre de Bokassa, quoi. Il n'y a pas de limite. François Fillon, Premier ministre. Je vous gêne pas, je révèle des choses que je n'ai jamais révélées. Il était Premier ministre de la République française. Il est invité au Gabon, du temps d'Ali Bongo Ondimba. Il me dit, passez les quelques coups de fil, Robert, j'ai besoin que je sois reçu en tant que Premier ministre et surtout en tant qu'ami. Je sais que l'Afrique ne ressemble pas à la France. Je lui dis, ne vous inquiétez pas François. J'appelle Ali, je lui dis, tu sais Ali, hein, reçois-le comme papa savait recevoir. Il dit, il n'y a pas de ça. Et le soir, à minuit et demi, donc François Fillon m'appelle de Libreville, il me dit, j'ai vécu une scène inouïe, Robert. Je dis, quoi François? Il me dit, après le dîner, il m'a gardé. Mais tu sais où il m'a emmené? Dans son garage. C'était les 24 heures du Mans. C'était une course de Formule 1. J'ai vu des voitures que je n'ai jamais vues. Moi qui suis un familier de Ferrari et compagnie, il y a des modèles, même dans mes rêves, je ne les ai jamais vus. Il m'a montré une 50aine de voitures. Mais elles n'ont pas roulé, je regardais les pneus, je connais les voitures. Je lui ai dit, c'est ça l'Afrique, François. Il me dit, c'est quand même étonnant. Je lui ai dit, c'est quand même étonnant. Je lui ai dit, c'est un gamin qui est devenu président. C'est un gamin qui est devenu président. Son père était hors norme, François. Voilà. Vous en apprenez des choses. Hein. C'est passionnant. Et on vous en remercie pour votre... Et j'imagine que vous n'avez pas tout dit. Et non, il en faut pour le tome 2. Et en parallèle, justement, de faire des révélations, si on essaie de penser en tant que citoyen, moi j'essaie de réfléchir juste en tant que travailleur honnête. C'est comme ça qu'on passe notre vie ici dans ce petit média qu'on a. Comment, aujourd'hui, quand on voit cette corruption, comment essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus demain des rouages de corruption entre différents pays, de financements occultes, de financements non déclarés? Comment est-ce qu'on peut éviter ça pour l'avenir et le futur, notre futur? À chaque fois que je suis interviewé par les journalistes, comme par vous aujourd'hui, je m'adresse aux Africains, aux jeunes, à l'élite, à la jeunesse africaine. Je ne parle pas que pour l'Afrique. Il faut arrêter. Ne sortez plus un sou pour les dirigeants étrangers. Ne sortez plus un sou. Pensez à vos populations. Pensez. Vous savez, l'irruption des militaires, elle est voulue par ces carences de la vie politique africaine. Les coups d'État Les coups d'État. D'accord. Et ces coups d'État vont proliférer en Afrique, tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Ça va proliférer. Parce que il y a la gabegie, il y a la corruption. Et il faut que cela cesse. Mais qui va les faire cesser, si ce n'est l'armée? C'est pour cela qu'il y a l'armée au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Alpha Condé était un frère pour moi.
le président de Guinée qui a été renversé par un coup d'État, par le colonel Doumbouya. Il est général maintenant, je ne sais pas. Par Doumbouya. Il est général ou colonel Doumbouya, l'actuel président de la Guinée. Enfin, il a été renversé. Mais Alpha Condé était un frère aîné dans ma famille. Mais c'était la gabegie la plus totale. Son entourage s'est enrichi par milliards, par centaines de millions d'euros. Pareil pour d'autres pays. Tout cela doit s'arrêter. Tout cela doit s'arrêter. Je ne suis pas un économiste, monsieur, mais je pense que les institutions financières internationales, Banque mondiale et FMI, doivent mettre un frein à tout cela. Et ils ont les moyens de le faire. Mais justement, comment c'est possible avec le franc CFA, qui est encore ce reliquat colonial, qui est encore existant dans plusieurs pays africains? Comment c'est possible qu'ils puissent récupérer leur souveraineté? Et qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse de la fin du franc CFA? Je pense que le franc CFA est appelé à disparaître. Il y a encore quelques chefs d'État qui s'opposent farouchement à la disparition du franc CFA. Je pense au président Ouattara, mais le franc CFA est appelé à disparaître. Une monnaie créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et imposée aux États africains. Il faut que ça s'arrête. Il faut aller vers un marché commun en Afrique, comme il y en a en France, et une monnaie unique africaine. Et nous y allons. Je ne sais pas si moi je connaîtrai ça, mais à l'échelle de vos vies, ce sera sans doute possible et souhaitable. Et le remplaçant probable, avec Nguessan par exemple, de Ouattara, un des candidats, lui voudrait sortir du franc CFA, donc il faudra voir l'évolution en Côte d'Ivoire. Et je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais écoutez, Nguessan et l'autre candidat, j'ai oublié. Mais écoutez, Ouattara, qui a failli être victime de l'ivoirité imposée par le président Konan Bédié. Konan Bédié ne voulait pas que Ouattara soit candidat parce qu'il disait qu'il était ressortissant du Burkina Faso et avant de cela de la Haute-Volta. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Ouattara représentait le Burkina Faso au FMI, à la Banque mondiale. Voilà que Ouattara maintenant n'a pas retenu la candidature de Gbagbo, qui a purgé 10 ans à La Haye. Il a payé. Il a racheté sa peine. 10 ans là. Il l'a éliminé de la présidentielle. Il vient d'éliminer Tidjane Thiam, dont tous et tous s'accordent à dire qu'il est ivoirien plus que les Ivoiriens. Son père était ministre du président Houphouët-Boigny. Il est de la famille d'Houphouët-Boigny. C'est un filleul d'Houphouët-Boigny. Il a grandi dans la famille d'Houphouët-Boigny. Et voilà que Ouattara décide de l'éliminer de la candidature à la présidentielle parce qu'il dit qu'il n'est pas ivoirien mais sénégalais. Mais il est ivoirien, Tidjane Thiam. Et il a éliminé Soro. Et il a éliminé Blé Goudé. Les 4 ténors. Mais il va se présenter contre qui? Contre les morts, Ouattara. Je suis très inquiet pour la Côte d'Ivoire. Cela va mal se passer. Est-ce qu'on ne peut pas déjà être inquiet même sous Ouattara? Il y a beaucoup de prisonniers politiques, les accusations de manipulation politique se multiplient. Est-ce que Nguessan, et j'ai oublié, je crois que c'est Bédié Pascal Affi Nguessan, qui est un copain, qui est un ami. Oui, Monsieur Bédié est aussi un candidat, un opposant politique et pourrait justement... Non, il n'y a pas de Bédié candidat. C'est pas Bédié, j'ai oublié. Avec Nguessan, je confonds pas. Pascal Affi Nguessan, oui. C'est un homme remarquable, c'est un ami, c'est un homme remarquable. Mais Ouattara, qui détient le marché du pétrole, le marché du café, du cacao? C'est la famille du président Ouattara. Ce sont les enfants du président Ouattara et les enfants de Madame Ouattara. Je n'ai rien contre eux, mais je dénonce certaines choses vraies. Des pratiques inacceptables. Je n'ai rien contre Alassane, qui était un ami. Combien de dîners chez lui, avenue Victor Hugo à Paris, à Mougins. Il m'a fermé les portes de la Côte d'Ivoire quand il a été élu président de la République. Pourtant, j'ai de l'estime
pour sa femme, de l'affection pour sa femme, du respect pour Dominique Ouattara. Chaque fois que je la vois à Paris, je la salue respectueusement. Mais lui m'ignore, il détourne la tête. Il détourne la tête. Pour quelle raison, vous croyez? Je suis peut-être un témoin gênant. Un témoin gênant. Vous écrivez des gros livres, peut-être que c'est la raison. Le tome 2. Le tome 2. C'est ce genre de personnage que vous mettez dans « Ils savent », ce que j'allais vous dire, ils savent que je sais tout, c'est qui il lui sait. et certains hommes politiques français quand même. Donc vous avez été témoin de choses gênantes. Oh oui, je n'ai pas tout dit. Il faut en laisser pour le tome 2. Il faut en laisser pour Jean-Charles. Pour Max Milot. Votre éditeur. C'est vrai. Et justement, tu veux peut-être poser une question, parce que sinon j'en ai encore à la peine. Mais... Je t'en prie, moi j'aurais une question, moi c'est un peu général, de savoir pourquoi est-ce que vous décidez maintenant de révéler une partie des secrets que vous avez pu découvrir. Et pourquoi, à l'époque aussi, c'est pas maintenant, ça fait 10-12 ans. Ça fait, c'est vrai, ça vous a. Alors, monde... c'est une dizaine d'années, ça vous a peut-être coûté le barreau de Paris, bon, qui vous a. 2 fois, j'ai été suspendu. Voilà. Et le président Macron m'a suspendu de la Légion d'honneur 5 ans. Je n'ai eu le droit de la remettre, là, chevalier de la Légion d'honneur, qu'au mois de mars dernier. Et en quoi ça leur embêtait Emmanuel Macron? Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce que vous avez fait entre guillemets à Fillon. Enfin, vous le dites dans ce livre, hein, ce que vous avez fait à Fillon. C'était à la faveur de Macron, ça l'a aidé. Ça a profité, ça je veux dire. Il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que Bourgi a aidé Macron. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. C'est grâce à Bourgi que j'ai été élu. C'est moi qui ai mis les vis sur le cercueil. Est-ce que c'était sciemment ou c'était... Pas du tout. Non, je pensais pas. Il m'a manqué. Je suis un arabe, je suis à cheval sur certaines valeurs, tu les enfreins, tu payes. Oui. Terminé. Vous voulez dire que vous pensiez essentiellement à Fillon, pas aux conséquences politiques de cela? Franchement, pas du tout. J'ai décidé... Même votre famille du RPR, parce que vous êtes quand même, vous montrez que vous êtes très proche du RPR, puis des Républicains. Non, Nicolas Sarkozy a été le premier à savoir qu'il allait y avoir une éruption volcanique chez Bourgi. Je suis allé le voir, je lui ai dit. Il m'a dit, attention, mon Robert, comme il m'appelle, fais gaffe aux dégâts collatéraux pour notre famille politique. Attention. Vous êtes ambigu, parce qu'il y a même un moment où vous vous réjouissez presque que Pécresse ne fasse que 2% en 2022. Oui, mais ça, les seconds couteaux, troisième couteau ne m'intéressent pas. J'imagine bien. Ça ne m'intéresse pas. Rotaillot, Wauquiez et tout. Ça ne m'intéresse pas. Ils seront peut-être présidents de je ne sais quelle république, mais ça ne m'intéresse pas. Nicolas Sarkozy, je suis allé le voir, c'était un lundi. Je lui ai dit, tu sais Nicolas, François m'a manqué. Et tu connais mon caractère. Ça veut dire quoi, m'a manqué? Je vais l'éliminer. Juste pour savoir, m'a manqué, ça veut dire quoi? L'amitié, il l'a violée, piétinée, entre nous. Une amitié née à la fin des années 70. À la fin des années 70. Il me dit, attention Robert, mon Robert, pense à notre famille politique. François est en train de remonter dans les sondages. Il a... Marine Le Pen est très loin de lui dans les sondages. Macron aussi. Réfléchis avant de le faire. Je lui dis, j'ai décidé de l'éliminer. Il m'a dit, comme ça? Je lui dis, j'ai décidé, pas simplement de l'éliminer, je vais le niquer. Il dit, mais c'est que tu vas le faire. Je lui dis, j'ai décidé de le faire. Il me dit, de toute façon, te connaissant, même si le bon Dieu te demandait d'y renoncer, tu n'y renoncerais pas. Et je l'ai fait. C'est fascinant parce qu'on imagine que de tout ce que vous connaissiez sur Fillon, finalement, c'est cette affaire de Costa. Moi, dans la corruption actuelle, on est quand même ici des spécialistes de la corruption, on s'intéresse à enquêter sur tout type d'affaires.
Et finalement, se dire une affaire de costard, maintenant, ça me paraît 10 ans plus tard. Moi, à l'époque, j'avais quasiment 20 ans. Anecdotique, oui. Ça me paraît anecdotique de dire 15 000 euros de costard. Qu'est-ce qui est. Quel regard vous portez sur cette petite corruption, finalement? Non. Peut-être à que côté peut-être de qu'on la s'habitue. petite corruption, il y a autre chose. Peut-être qu'on s'habitue, finalement. Non, à côté de la petite corruption, il y a la grande corruption. Là, on est d'accord. Je n'en dirai pas plus. Il y avait une affaire dans On l'affaire. a compris. À côté de la petite corruption, il y a la grande corruption. Que vous n'aviez pas Je voulu n'ai révéler. dévoilé que la petite corruption. Je l'ai fait à bon escient parce qu'il faisait sa campagne sur l'honnêteté. Vous voyez, la vie est difficile pour les Français. Je suis là pour vous sauver. Et patati et patala. Et quand vous révélez qu'il porte sur lui des costumes à 7 500 € qu'il n'a pas achetés, ça fait des dégâts. Rappelez-vous à l'époque, concert de casserole. Ouais. Un costume dans tous ces meetings. Vous vous souvenez de la fin de la campagne? Bien sûr. Horrible. Et était devenu inaudible. Sur quel domaine était la grande corruption qu'on imagine un petit peu? Vous êtes curieux? C'est mon métier. Attendez le tome 2. Je suis curieux professionnel. Et attendez le tome 2. Il faut l'inviter au tome 2. On vous recevra avec grand plaisir. Mais est-ce que vous Passionnant. pensez du coup qu'on a gagné au change? Parce que du coup, 10 ans de Macron, là, avec peut-être Fillon qui serait passé, Ah oui, avec Macron. est-ce que ça aurait pas été moins pire avec Fillon que ce qu'on vit avec Macron? Je ne peux pas vous dire parce que Fillon n'a pas exercé les fonctions de chef d'État. Moi, j'ai voté pour Macron. Franchement, j'ai voté pour lui en 2017. J'ai voté pour lui en 2022. J'ai appelé à ce que l'on vote. Il y a du monde autour de moi. Je dis, il faut voter Macron. J'ai fait voter pour Macron. Bon, il m'a déçu sur certains points. Et pourtant, il m'avait retiré la Légion d'honneur. Hein. Mais c'est pas grave, ça. Ça a donné du travail à ma femme de remettre la ficelle rouge, vous voyez, l'enlever d'abord et la remettre ensuite. Mais il m'a déçu. Sur quel point il vous a déçu? Politique africaine, politique arabe. Et la France est absolument absente de la scène politique orientale. Ce n'est pas les déclarations de Macron qui vont changer les choses. Quand vous pensez qu'au Liban, la petite sœur de notre pays, c'est la petite sœur de la France. Au Liban, les gens ne parlent plus le français. Ils parlent anglais. À commencer par mes cousins germains. Au téléphone, je leur parle arabe. Et ensuite, quand je dis on va changer un peu de langue, ils me parlent en anglais. Alors qu'avant, tout le monde Et parlait je leur dis, français. mais ahka arabe ya ammi. Allez, non. Je dis à ce moment-là, parle français, ahka français, oui. Ma bahki ya akhi, ma bahki. Je ne parle pas. Ça, pour vous, c'est une conséquence délétère du manque d'intérêt que la France a La porté voix de sur- la France s'est au Moyen-Orient. éteinte. Elle s'est éteinte avec le général et avec M. Pompidou. Elle est revenue au monde avec Jacques Chirac. Il portait une voix au Moyen-Orient, c'est vrai. Ah oui, voix de la France. ah oui. Rappelez-vous, Jacques Chirac à Jérusalem, quand il était en visite, c'est quelque chose d'inouï. Moi, grâce à YouTube, quelquefois vrai. je me repasse quand il défile. Do you want I go back to my country? C'est inouï, ça. Qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on fasse dans la politique, que le gouvernement français fasse ces 10 dernières années en Afrique, notamment, ou au Liban aussi? Au Liban, aider au redressement financier du Liban. Les gens, Vous n'avez il pas faut peur des être allé au Liban comme je l'ai été tout dernièrement. Les gens ne mangent plus à leur faim. Ouais, c'est vrai. Il y a eu la fin du Ramadan. Les gens n'achetaient pas ce qu'on achète à la fin du Ramadan. Les gâteaux, les aliments que Marc connaît. C'est triste. C'est triste. Et
Mais déjà, notre propre population en France, aujourd'hui, vit beaucoup moins bien qu'il y a 20 ans. Vous connaissiez la France d'il y a 20 ans, et les gens, aujourd'hui, avec 20 € ne font même pas la même chose. Donc Oui. déjà, dans notre propre Et pays... je trouve aussi... je comprends que les gens rouspètent. Je comprends les gens de LFI, les gens du PC et compagnie. Quand vous entendez parler de grands patrons des grandes boîtes qui partent à la retraite avec 25, 30, 40 millions d'euros, vous savez, de primes et parachute doré. Parachute, non. Ça, c'est inacceptable. C'est beaucoup. Non, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et les salaires qu'ils touchent. Non, mais enfin, on est où? On est où? Il y a des gens qui, le 15 du mois, n'ont plus le sou pour vivre. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et quand je vois, par exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu des problèmes de faim ou autre, je ne sais pas, en France. Et Bernard Arnault a dit, j'ai donné 10 millions d'euros au Resto du Cœur, c'est bien ça. Vous en souvenez, 10 millions d'euros. Mais monsieur Arnault, vous auriez dû donner 100 millions d'euros, 150 millions d'euros. Vous qui pesez 170 milliards de dollars. Oui ou non? C'est vrai. On rappelle qu'il a aussi retiré ses financements de Libération après que Libération avait enquêté sur lui et sorti tout un papier. Bien vu, ouais. Et il avait retiré toutes les publicités. Moi, je suis choqué. Tout cela me choque. Je garde mes idées par fidélité à la droite française, mais la droite éclairée, attention. Mais je comprends l'ascension d'un Mélenchon. Je comprends le discours de Panot. Je comprends le discours de Sandrine Rousseau. Pas dans tous les domaines, Sandrine. Pas dans tous les domaines. Elle m'en voudrait d'ailleurs. Mais enfin, c'est comme ça. Sur la politique, dans ce livre, on découvre, c'est intéressant parce que vous étiez tellement proche pendant plusieurs décennies justement de tous ces acteurs et grands acteurs de la politique, pas ceux qui disparaissent, mais ceux presque qui vont au bout, on pourrait dire. Quand on lit ce livre, on se dit, je caricaturais, mais on se dit, il faut presque être un sociopathe pour arriver au bout. C'est un problème systémique. Qu'un citoyen comme moi puisse en venir à ce constat-là à la lecture de votre livre. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui aujourd'hui justement veulent avoir confiance dans leurs politiciens, dans leurs élus? Quel regard vous portez là-dessus? Je suis inquiet pour les jeunes générations en France. C'est très difficile pour eux de faire face aux besoins d'un ménage, aux besoins de la vie. Je le constate, moi j'ai des enfants. J'ai un fils exceptionnel qui a 51 ans, qui a 4 beaux enfants. J'ai une fille remarquable, hyper diplômée comme son frère, qui a 3 beaux enfants. Et j'ai une autre fille qui commence dans la vie professionnelle. En tant que père et grand-père, je me dis, je demande au Seigneur de continuer à vivre longtemps pour pouvoir être à leur côté. Seuls, ils ne s'en sortiraient pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, je me permettrai de recadrer ma question sur les hommes politiques. C'est le cas pour 95% des familles en France. 95%. On n'arrive pas au 20 du mois. C'est très dur. C'est très dur. Je suis d'accord. Et je suis un homme. C'est peut-être mon orientalité, comme dirait Senghor. Je suis retraité, je vais très souvent dans les cafés, dans les boulangeries, passer mon temps, je lis les journaux, je commence par l'Équipe. Et je regarde les dames qui viennent, les personnes d'un certain âge. À l'époque, on prenait un demi-pain. Maintenant, il y a un quart de pain. Ouais. Je dis bien un quart de pain. Je suis copain de chez moi avec le boucher. Le boucher, il vient au café. Je dis, comment va? Il me dit, ah, maître. Je lui dis, mais dites-moi. Il me dit, vous savez, c'est très dur pour certains ménages. Très dur.
Il me dit, je donne aujourd'hui des gens qui me demandent 50 grammes de viande. 50 grammes de viande. Et vous tournez la page du journal, la famille Arnault apparaît, l'homme le plus riche du monde, 167 milliards de dollars. Je me dis, mais un jour on aura la révolution dans ce pays. Un jour on aura la révolution. Ça ne peut pas continuer. Mais ça ne peut pas continuer. Aucun foyer aujourd'hui ne peut faire face. Vous pourriez être mes petits-enfants, vous. Moi, je le vois, mes enfants. Je prie le Seigneur de vivre encore 10 ans, 15 ans, pour pouvoir, sur ma retraite, continuer à donner ce que je donne. Pour payer l'école des enfants, pour payer la scolarité, pour payer la cantine. Mais c'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai que l'écart de vie n'a jamais été aussi grand entre les plus riches et les plus pauvres. Et énorme. Il n'y a jamais eu autant de ponctions sur les foyers les plus modestes, alors que les riches organisent l'évasion fiscale avec la complicité de l'État. On est d'accord. Par contre, M. Bourgi n'a pas répondu à la question. Alors, je me permets de la recentrer. S'il vous plaît. C'est à la lecture de ce livre, on voit beaucoup de déviance psychologique chez les personnes qui sont... Même de Villeport, vous le dites à demi-mot, mais des gens qui acceptent une forme de corruption, qui acceptent un jeu politique. En gros, ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'il faut se compromettre pour arriver au pouvoir ? Ça. Je voudrais le regard sur ces hommes politiques de M. Bourgi. Comment est-ce qu'on pourrait avoir des gens sains au pouvoir ? C'est la seule chose qui m'intéresse déjà en tant que citoyen. Moi, franchement, je vais heurter ma famille politique. Je vais la heurter. Fabien Roussel, tient un langage sain. Et c'est un homme qui m'inspire confiance. L'homme du Parti communiste. J'ai plaisir à l'écouter. C'est pas de simples mots qui s'envolent. Il le pense réellement. Il vit la situation. Il sait ce dont il parle. Sandrine Rousseau, d'abord, je la trouve agréable physiquement. J'ai plaisir à l'écouter. Ça lui fera plaisir. Si elle nous regarde. Non, mais c'est vrai. Je la trouve agréable physiquement. Et mignonnette. Et elle a un langage de vérité. Elle pense ce qu'elle dit. C'est pas une menteuse. À l'épreuve, elle fera ce qu'elle dit. Je ne sais pas si vous me suivez. On suit très bien. Mathilde Panot, j'entends dire pique-pendre sur elle, dans ma famille politique, des mots inélégants, des mots insultants, que je condamne d'ailleurs. Mais Mathilde dit des choses qui sont vraies. Vous n'allez pas me faire que des amis avec votre émission. Mais j'ai envie de dire des choses à 80 ans qui sont vraies. Vous savez, pourquoi est-ce que j'admire le général et sa famille? Le général de Gaulle, où est mort Madame de Gaulle? Où est-elle morte? Dans un hospice de personnes âgées. Dans le 7e arrondissement de Paris, chez les Bonnes Sœurs. 3e étage, sans ascenseur. Elle faisait son lit. Elle faisait elle-même laver son linge. Madame de Gaulle. Le général de Gaulle, le soir, faisait le tour du palais pour éteindre les lumières. Payer l'eau et l'électricité, vous le savez. Oui, c'est vrai. Payer l'eau et l'électricité. Ils avaient une connexion. À l'Élysée. Quand il invitait sa famille à déjeuner ou à dîner à l'Élysée, il faisait venir l'intendant, il disait « Combien coûte le menu par personne si on était au restaurant ?» Mon général, 25 €. À la fin du repas, il faisait un chèque à hauteur du repas qu'avaient pris ses enfants et ses petits-enfants. Il voulait accepter aucun privilège. Aucun. Ils étaient beaucoup moins hors sol que les politiques actuelles, ça que vous... Oui. Aujourd'hui, je ne vois pas, moi,
un homme politique au pouvoir donner l'exemple du bon comportement, de la générosité. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Je connais les dessous, les ressorts. Je ne vais pas me faire que des amis, mais j'ai envie de lancer un appel à ces gens-là. Laurent Wauquiez, sur mon téléphone ce matin, je vous donne rendez-vous à la Terrasse. C'est un restaurant hyper select du 7e arrondissement en face des Invalides. Je vous invite à un buffet. Mais pourquoi tu ne le fais pas dans un hall de gare? Non mais, un buffet vous sera offert. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On comprend très bien. Allez à la Terrasse, en face des Invalides, au premier étage. Tu invites les militants là? Non. Tu prends dans un hall de gare, un hall d'école, dans un préau d'école. Vous me comprenez? Donc en fait, la corruption commence déjà par ce côté à ne pas devenir hors sol. Ça commence par Ils sont tous hors sol. Ils sont tous hors sol. Bien sûr. Même Mathilde Panot, Sandrine Rousseau, tout ça. Non, pas eux. Donc vous voyez non, plus la preuve, je tresse des louanges oui, dans leur direction. Il y en a qui vont dire, ça y est, Bourgi est de gauche. Non, ceux qui me connaissent savent que je l'ai toujours été. Aucun Africain, de Dakar jusqu'à Kinshasa, ne dira Bourgi joue aux riches. Ça, c'est quelque chose d'important. J'ai toujours la main à la poche. C'est pour ça que vous ne preniez pas dans les mallettes et c'est pour ça que vous avez... c'est important pour vous comme valeur. J'ai toujours aidé. La générosité, je l'ai apprise aux côtés de mes parents, de mes frères et sœurs aînés. On regarde toujours ce qui se passe à côté. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'avec ce que vous avez quand même révélé, alors il y en a encore, à mon avis, comme vous dites, sous le coude pour le tome 2. Sous les deux coudes. Sous les deux coudes, donc ça veut dire attention à vous, messieurs, dames, il y a encore d'autres révélations qui vont arriver, mais il y a quand même beaucoup de choses. Est-ce que vous avez craint, à un moment donné, des représailles après la publication de cet ouvrage? Ou d'autres révélations? Quelquefois, des gens m'arrêtaient dans la rue. Vous êtes content de vous? Oui. Je les regardais. En fait, le pire pour ces mêmes personnes, aujourd'hui, me disent « Vous aviez raison, maître. Vous aviez raison aujourd'hui. » Non, mais des représailles de gens de vos anciens camps qui auraient pu être plus menaçants. Pendant un temps, j'ai pas la protection officielle. J'avais du beau monde autour de moi. Des gaillards. Quand j'allais quelque part, ils n'étaient pas loin. 2 ou 3 costauds. Voilà. C'est quelque chose que vous avez craint à un moment donné. Bien sûr. Oui, le pire j'ai reçu des lettres de menaces. J'ai reçu des lettres de menaces. Mais le pire, c'est qu'on vous ait retiré la Légion d'honneur. C'est en représailles, c'est pas... Parce que j'ai voulu niquer Fillon. Mais quand tu joues au foot, comme j'ai joué, quand tu joues au rugby, comme j'ai joué, j'étais 3 carrels, moi, au rugby, dans ma jeunesse. Et au foot? Au foot, j'étais avant-centre. Avant-centre. Ah oui, direct. Mais quand on tombait, on se niquait la cheville. Vous êtes d'accord? On se niquait le coude. Oui. On s'est tout blessé. Et M. Macron, qui adore le foot, il adore l'OM comme moi j'adore l'OM, qui est 2e d'ailleurs au championnat de France de foot. Il aurait dû comprendre, bon, quand je dis niquer, mais c'est pas un mot vulgaire, niquer. On se nique le coude, on se nique la cheville. J'ai niqué l'épaule, oui ou non? Mais là, 5 ans, mais 5 ans. Alors que j'ai sorti Clotilde de Reiss, comme vous le savez, des geôles iraniennes, avec Ahmadinejad, président de la République iranienne. Ahmadinejad. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi je vais vous raconter une chose. J'avais tout un aréopage sénégalais de haut rang, le fils du président de la République, Karim Wade et tout. Le père était à l'époque président de la conférence islamique. J'étais en face d'Ahmadinejad. J'ai dit, Monsieur le Président, je n'ai jamais lu le Coran en arabe, parce que je ne sais pas lire l'arabe. Mes parents ne l'ont pas appris.
mais je l'ai lu en français, bien traduit. J'ai lu les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a dit ça un jour qu'il faisait la sieste chez sa fille Fatima, la femme de l'imam Ali. Ses deux enfants, les deux enfants de Fatima et d'Ali, Hassan et Hussein, jouaient et faisaient du bruit. Hussein de Karbala, mais il était bébé à l'époque. Il faisait du bruit. Et Fatima, leur mère, leur dit « Taisez-vous, l'envoyé de Dieu fait la sieste. Rasulullah fait la sieste. » Et les a fessés. Elle les a fessés. C'est dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit « Fatima, ne tape jamais un enfant, car la douleur d'un enfant ébranlerait le trône de Dieu. » Et j'ai dit ça à Ahmadinejad. J'ai dit, Monsieur le Président, vous ne pensez pas que la petite qui est en prison là, vous ne sentez pas, vous n'entendez pas le trône de Dieu qui tremble? Karim Ouad m'a dit, on va tous en prison ce soir. Il me l'a dit en Wolof. Il m'a dit, on nous coffre ce soir. J'ai dit, Monsieur le Président, c'est un hadith du prophète. Elle n'est pas espionne, la petite. Si elle était une espionne, vous croyez qu'elle prendrait la photo comme ça dans la rue? On l'avait soupçonné. Oui, oui. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il s'est muré dans un silence. Et à la fin de l'audience, il fallait avoir le courage de le faire. Alors, comme il était chiite, comme moi je le suis, à la fin de l'audience, il s'agissait de libérer cette petite. Sarkozy m'avait dit, mon Robert, tu vas à l'échec. Lula du Brésil s'est planté. Erdogan de Turquie s'est planté. Le Quai d'Orsay s'est planté. Nos services secrets se sont plantés. Comment faire? Je lui ai dit, moi je vais la libérer. Et je lui ai dit, tu me cites Erdogan, mais Erdogan, président, il est sunnite. Mais Ahmadinejad des chiites comme moi. Et vous savez ce qu'il me répond, le président? Il me dit, tu es musulman, toi? Je lui dis, mais il est temps que tu saches que je suis musulman. Mais tu t'appelles Robert. Et je lui dis, mais enfin. Et il se tourne vers Claude Guéant, qui était secrétaire général de l'Élysée. Mais c'est important pour vos auditeurs. Le président de la République française, qui avait été ministre de l'Intérieur. Il se tourne vers Claude Guéant, il dit, Claude, vous saviez que Robert était musulman? Et il lui dit, non, Monsieur le Président. Je lui dis, mais je suis non seulement musulman, mais je suis chiite. Et je suis hajj, j'ai fait 2 fois le pèlerinage de la Mecque. Et je vais y aller. Et à la fin de l'audience, après avoir rappelé au président iranien la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait au-dessus de lui le portrait de l'imam Khomeini. On se lève, je dis Karim Ouad, je dis Karim, suis-moi. Je me baisse, j'enlève les chaussures. Les chaussures. Je lui dis, fais comme moi, Karim, en Wolof. Il fait comme moi. Je dis, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais réciter le Fatiha, la prière des défunts pour l'imam Khomeini. Le président de la République iranienne, Ahmadinejad, c'est pas un petit, lui. Il est petit par la taille, mais c'est pas un tendre. Il se baisse, il enlève les chaussures, son interprète enlève les chaussures, et on se tourne vers l'imam Khomeini. Et je lui dis, comme le veut l'islam, Monsieur le Président, je suis le plus âgé. Vous allez vous mettre derrière moi. Ah ouais, sacrée scène. Je le dis au président de la République iranienne. Il s'est mis derrière moi. On a fait le Fatiha, on a récité le Fatiha, la prière des morts. À la fin, donc, on a mis les chaussures, chacun a mis ses chaussures. Et je lui ai dit, au revoir, Monsieur le Président. Il m'a pris dans ses bras, comme ça, il m'a enlacé comme ça. Et il est tout petit. Hein. Et je lui ai dit, merci de nous avoir reçus, Monsieur le Président. Parce qu'il dit qu'il ne parlait pas l'arabe, c'est faux, il parlait l'arabe. Mais il parlait en farsi, il y avait un interprète.
qui traduisait. Et quand je l'ai quitté, regardez-moi, il avait les yeux embués. Embués, je dis mais embués. Il me dit, on se reverra bientôt. Le lendemain, message. Dites au président Sarkozy que la petite va... Il avait rendu compte au guide, à Khamenei. Quelle histoire. C'est incroyable. C'est incroyable. Et de voir à quel point... Et on m'enlève la Légion d'honneur, mais dites-moi. Et de voir que Non, la... mais C'est de la dites-moi. politique. Le- C'est de la politique. Non. Parce que j'ai niqué Fillon. Non, mais la foi a une grande place, en tout cas, dans votre carrière et dans votre vie. Ah oui, c'est mon père qui nous l'a inculqué. Mon père et ma pauvre mère. C'est des choses qui vous ont aidé tout au long de votre parcours. Je suis musulman, respectueux de la tradition, ayant fait 2 fois le pèlerinage à la Mecque. Je vais vous montrer combien je suis respectueux de là. Mes enfants sont baptisés. Mes petits-enfants, les 7, sont baptisés. Et la question m'a été posée par un de vos collègues journalistes de BFM. Ma réponse a été Allahu Ahad. Dieu est unique. Le Dieu des chrétiens, c'est le mien. Le Dieu des juifs, c'est le mien. Vous ne voyez pas d'incompatibilité. Ah non, pas du tout. En pas ces du temps tout. un peu troublés où on essaie de créer des conflits identitaires, Si communautaires tout en le monde France. me ressemblait, il n'y aurait pas de la guerre. Justement, en France, Il n'y aurait pas la guerre. Pourquoi Pour quelle qualité Wallah al-Azim, il n'y aurait pas la guerre. Pour quelle qualité Pourquoi Quelles sont vos qualités Mais il faut admettre qu'il y ait des gens différents de vous. Mais ces différences ne doivent pas empêcher l'accord et l'union et l'amour. Moi, ça me semble fou qu'avec toute la diversité culturelle qu'on a aujourd'hui en France, on n'ait aucune fête commune. Il n'y a personne qui... Tu fais le tour de tout Paris, par exemple, dans la petite couronne très très proche. Tu vas d'Aubervilliers à Vincennes, ensuite à Villejuif. Tu peux aller pareil ici, jusque là où on est, à Garches, Boulogne. Et les gens sont tellement différents, tu vas voir vraiment une fresque, une mosaïque. Et c'est fou qu'il n'y ait aucune il fête. n'y a pas beaucoup de mélange. Il n'y a pas de fête... Non, mais il n'y a aucune tradition moderne ensemble. Je vais vous faire un aveu. Mon petit-fils, Guillaume, qui a 18 ans, brillant lycéen, depuis quelque temps, il sort avec une petite Française, mais juive, de confession juive. Eh bien, écoutez-moi bien. Quand on va au restaurant, et qu'elle est toujours présente, on va toujours dans un restaurant où elle peut manger, où c'est cachère. Par respect pour la religion de cette petite qui a 18 ans. Et j'en ai 80. Elle est avec nous, elle nous fait l'amour d'être avec nous, elle déjeune avec nous, ça sera cachère et rien d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un respect qui se perd beaucoup en ces temps et dans ce pays. Clair. C'est vrai. Moi, j'ai une dernière question encore. Je sais pas si toi, Romain... J'en ai une grosse qui te plaira. D'abord la grosse, et moi, elle est plus facile après. Ah bah si tu veux. La Pour grosse, finir. oui, ouais, c'est Monsieur Bourget. On est à 2 heures là maintenant. Ça- Presque, presque, 1h40, presque. 1h40. Non mais c'est alors très rapidement, je pense que vous voudrez pas, je sais pas en fait la réponse que vous voudrez donner. Sait-on jamais. Vous nous avez déjà donné beaucoup de choses, mais il y a un sujet moi dont j'entends parler. Vous avez parlé tout à l'heure d'autres médias, le traitement de l'information. Il y a des sujets dont on n'a presque pas le droit de parler. Et aujourd'hui, je vois beaucoup plus de personnes parler des francs-maçons. Vous, le journaliste qui vous a interviewé dans ce livre, en parle plusieurs fois sur votre père. Je ne sais plus ce que vous répondez sur votre père, je n'ai pas noté. Et vous dites, page 301, non, je ne suis pas franc-maçon, j'ai été approché ou j'ai refusé, je ne sais plus. Oui. Et voilà. J'ai refusé. Alors moi par exemple, toute mon enfance on me disait faut pas parler des francs-maçons, c'est un sujet interdit. Voilà, je n'y connais rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les francs-maçons très rapidement sans faire un cours? Très franchement, je crois être un homme cultivé. Je n'ai jamais approché la science de la franc-maçonnerie. J'ai fréquenté beaucoup de maçons dans le monde politique. Les 2 loges, hein. Mais je me suis jamais intéressé
à leur mode de fonctionnement. Est-ce que, comme dit François Hollande, on est obligé de passer par la maçonnerie pour être président? Non, pas du tout. François Hollande il a dit ça. Jacques Chirac n'était pas maçon. Je pense qu'il n'était pas maçon, Jacques Chirac. Le général était loin d'être maçon. Monsieur Pompidou était loin d'être maçon. Quant aux autres, je ne sais pas. Sarkozy n'est pas maçon. C'est pas un passage obligé pour vous, en tout cas. Non, pas du tout. Est-ce que... Vas-y, c'est page 310, pardon. Non, mais c'est une question intéressante, c'est vrai, parce que... Bongo avec qui vous travaillez, lui était... Il était grand maître du Gabon. Voilà. Il était grand maître de la loge. Et qu'est-ce que ça lui a apporté? Ça fait ça lui a apporté d'être renversé. Ça n'a pas été positif alors. Ça lui a apporté d'être renversé. À ce niveau-là. Il y a des réseaux. Il y a des réseaux maçonniques puissants, tant en France qu'en Afrique. Mais de mon temps, il y a 40 ans, quand j'étais aux affaires, les grands maçons étaient souvent dans la police. Dans la police. Alors, des petits policiers ou le préfet de police? Les grands policiers. D'accord. Souvent maçons. Et qu'est-ce que Jacques Chirac, le chauffeur de Chirac, Jean-Claude Lomont, aujourd'hui retourné à la maison du père, qui était mon ami, était maçon. Et il m'avait dit, il faut que tu viennes. Je lui ai dit, oh Jean-Claude, oublie-moi. Moi, je prie l'Éternel matin, midi et soir. Ta maçonnerie, prends-la, garde-la pour toi, pas pour moi. Pourquoi un refus de oh non, je veux pas être maçon, je veux pas. Ouais. Parce que c'est comme une religion. Tous les jeudis soirs, il faut se réunir. Non. C'est votre foi qui vous a préservé de ça. C'est ma foi. C'est intéressant. Je crois dans l'Éternel. Moi, je basket le jeudi soir, donc tu pourras pas être maçon non plus. Moi, je peux pas. S'il est absent le jeudi soir, c'est qu'il est en réunion maçonnique. Il me fait croire qu'il fait du basket, mais bon, oui, je ne sais pas. Non. C'est terminé, les jeunes. J'ai une toute dernière question très importante, très intéressante et très rapide à vous poser. Double question. Du coup, pour savoir quel événement positif et négatif vous ont le plus marqué dans votre carrière, que vous retenez aujourd'hui, un fait le plus marquant en positif et aussi en négatif sur toute votre longue carrière? J'ai été malheureux, comme les pierres, comme on dit, le jour du départ de mon père, de ma mère, le jour du départ du général de Gaulle, le jour du départ de Jacques Foccart, le jour de la mort d'Omar Bongo et le jour où Nicolas Sarkozy a perdu le pouvoir. J'étais extrêmement malheureux. Et un fait positif qui vous marque aujourd'hui? J'ai de beaux enfants et de beaux petits-enfants. Ça, c'est le plus important. C'est un beau message de fin. En tout cas, je pense qu'on peut finir là-dessus. Et juste avant de finir, en tout cas, je tiens à remercier, pas forcément à remercier, mais en tout cas à rendre hommage, parce qu'il y avait beaucoup de questions dures et j'ai vraiment apprécié comment M. Bourgi a répondu. Notamment, j'étais encore dans un congrès d'association à Aubervilliers ce samedi. Je leur ai dit que je recevais M. Bourgi. Je disais à certaines personnes qui sont très panafricanistes, posez-moi vos questions et tout ça. Ils m'en ont envoyé quelques-unes. Et même Hypatie qui est dans le chat le vendredi soir qui m'en a envoyé. Il a répondu. Il a répondu à tout avec droit sans détour. Il y a sûrement un tome 2 pour lequel on vous recevra. En tout cas, je vous invite, voilà, ceux qui nous écoutaient, à vous procurer et voir toutes les autres anecdotes de la longue carrière de Robert Bourgi. Ils savent que je sais tout, aux éditions Max Milo. Voilà, c'est un gros morceau, mais je pense que vous allez découvrir un pan de notre histoire de la 5e République. Et merci pour Nexus. Et merci aussi pour ceux qui voudraient nous soutenir. N'hésitez pas, quasiment le seul média indépendant et sans publicité disponible en kiosque. Robert Bourgi. Abonnez-vous. Abonnez-vous, évidemment. Voilà, si je demande un bulletin d'abonnement. On va vous l'offrir avec grand plaisir. En tout cas, Robert Bourgi, un grand merci pour votre temps. On a dépassé le temps que vous nous avez accordé et j'espère que j'ai passé un bon moment avec vous. C'était partagé. Eric et Romain. Presque. Marc et Romain. C'est ça. Pardon. L'apôtre, Dani. C'est pas grave. L'apôtre Marc. C'était presque un sans faute. En tout cas, merci beaucoup Robert Bourgi. Merci à tous. On vous retrouve très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Ciao. Ciao.